Le marché de l'IA devrait atteindre 1800 milliards d'euros d'ici 2030 et 80 millions d'emplois vont disparaître pour laisser la place à d'autres. Ça, c'est d'après le World Economic Forum. Du coup, est-ce qu'on est à l'aube d'un nouvel événement? Je suis Guillaume Saez, chercheur data scientist, et je vais vous partager mon expérience et vous dire quels sont les dangers de l'IA. Qu'est-ce qu'une intelligence artificielle? Aujourd'hui, on a l'impression que les intelligences artificielles, ça existe depuis peu, et que c'est un concept qui vient d'exploser, que c'est nouveau, alors que pas du tout. Les intelligences artificielles, ça existe depuis bien plus longtemps. Déjà, c'était un concept philosophique qui existait dès l'Antiquité. Tout simplement, il y existait plusieurs philosophes qui traitaient de comment recréer tout simplement un comportement humain ou recréer un humain en entier comme les homoncules à partir de concepts chimiques. Et cette idée a évolué au cours des années avec d'autres philosophes comme Leibniz qui a écrit un livre en 1666 dit Arte Combinatoria, qui est un livre qui traite de comment démêler le vrai du faux au cours d'une conversation. Et en fait, ces procédés algorithmiques, démêler le vrai du faux d'une conversation, ce sont des procédés pour Leibniz logiques, c'est-à-dire philosophiques à travers des discussions et des échanges, mais c'est un algorithme en fait qui pourrait essayer de démêler ces conversations. Il n'a jamais réussi à aboutir réellement à la fin de son procédé, mais il en amorce déjà les premières pages dans ce livre. Et ce livre-là, par exemple, est l'un des traités d'intelligence artificielle qui existe déjà depuis pas mal d'années. En fait, il a fallu attendre les évolutions technologiques qu'on a connues au début du XXe siècle, enfin mi-XXe siècle exactement, avec Alan Turing, etc., qui ont réussi à comprendre un peu comment fonctionnaient les machines de leur époque pour essayer d'introduire ces notions d'intelligence artificielle dans leurs machines. L'intelligence artificielle, c'est quelque chose qui existe depuis plusieurs années, ce n'est pas une notion nouvelle, on maîtrise exactement ce que fait une intelligence artificielle d'un point de vue algorithmique depuis bien longtemps. La seule nouveauté qu'on connaît aujourd'hui, ce sont les évolutions technologiques et scientifiques qui permettent de développer de nouvelles façons de faire des IA. Et justement, ces nouvelles façons sont arrivées par exemple avec l'arrivée de technologies comme le deep learning. Le deep learning, ce sont des méthodes justement qui ont été développées vers la fin du XXe siècle pour essayer de simuler un comportement neuronal. Si vous prenez un neurone, il va vous envoyer des informations, enfin il va envoyer des états d'excitation à d'autres neurones, ces états d'excitation vont être transmis à d'autres neurones, etc., etc., pour simuler un comportement d'apprentissage. Et c'est exactement ce que fait aujourd'hui les modèles de deep learning en intelligence artificielle, c'est essayer de simuler ce comportement neuronal. Et en fait, il faut bien comprendre, c'est comme si vous essayez, en fait, je reprends la phrase ici de Guillaume Saint-Cyr qui gère la chaîne Machine Learning, c'est comme essayer tout simplement de reproduire le vol d'un oiseau et en fait de construire tout simplement des avions. Et les avions, est-ce que c'est des oiseaux? Est-ce que ça vole exactement comme des oiseaux? Ben absolument pas. Donc on est exactement dans le même concept quand on fait du deep learning en essayant de reproduire donc ce comportement neuronal. Nous ne sommes pas là pour simuler parfaitement des neurones, mais reproduire un comportement. Et ça a créé un engouement terrible justement à la fin du XXe siècle où les gens ont cru que ben, c'était bon, nous allons remplacer l'homme par des machines. Plein de livres de science-fiction sont sortis à ce moment-là et ça a été la débandade. Sauf que, attention, justement, on a connu plusieurs hivers de l'IA, c'est-à-dire des moments creux où les intelligences artificielles n'ont plus évolué. On va peut-être en connaître une nouvelle prochainement, mais les IA, justement, évoluent, mais ne sont pas là pour remplacer, justement, un comportement totalement humain, mais plutôt pour essayer de simuler. Et c'est ça que les gens ne comprennent pas aujourd'hui, c'est l'aspect simulation. D'ailleurs, l'aspect qui est terrible, c'est que cette partie qui a été développée énormément à la fin du XXe siècle par Yann Lequin, qui est directeur scientifique chez Meta, bah, cette partie-là, il l'a développée en développant différents modèles de deep learning qui a permis à rendre ces modèles très robustes et à développer nos outils comme nos téléphones portables, nos ordinateurs et toutes les technologies qui nous entourent. Aujourd'hui, qu'est-ce qui est nouveau du coup? Je vais vous parler de ce que c'est la GenAI. Qu'est-ce que la GenAI? La GenAI, en fait, c'est sorti à partir d'un modèle qui a été développé dans un article qui s'appelle les GAN. Et les GAN, ce sont des modèles en fait d'intelligence artificielle qui vont essayer de se mettre en compétition l'un à l'autre. Et l'objectif en fait de ces modèles, c'est d'être le plus performant possible au fur et à mesure qu'ils s'entraînent. Ces modèles GAN, ce sont des modèles qui existent depuis plusieurs années, ce n'est pas quelque chose de nouveau. La seule nouveauté, c'est que en termes de langage, en termes de compréhension du langage naturel humain, il n'était pas possible, par exemple pour un modèle GAN, de bien comprendre des concepts comme nos phrases, comprendre l'ensemble de la complexité et structure linguistique qu'on peut avoir tout simplement nous humains. Et un article qui a fait grand bruit en fait de Google, c'est Attention is all you need. Attention is all you need est un gros papier qui va présenter un modèle dit d'auto-attention pour essayer de pondérer des relations entre nos phrases, entre notre langage, pour essayer de faire comprendre à des modèles d'intelligence artificielle comment justement on structure un peu nos systèmes linguistiques, comment on structure nos phrases à partir donc d'un modèle de réseau de neurones. Tout ça, ce sont des modèles mathématiques, et ces modèles mathématiques ont permis justement de développer ce qu'on appelle de la GenAI. Qu'est-ce que la GenAI? Du coup, ce sont des intelligences artificielles qui vont générer donc du texte, des images ou du son, mais il faut bien comprendre une chose, c'est là où il y a une grosse mésinformation, c'est qu'on génère
ça à partir d'assemblages, d'apprentissage que le modèle aura fait sur des jeux de données. En effet, cet assemblage d'apprentissage, c'est-à-dire que le modèle a reçu par exemple plein d'images de chiens et de chats, et il va essayer à partir de toutes ces images de chiens et de chats de générer de nouveaux chiens et de nouveaux chats. Mais il sera incapable de générer un chien ou un chat qui n'est pas dans l'assemblage de l'ensemble des images qu'il a eu dans sa base de données. Donc ce sont pas des intelligences totalement innovantes, c'est pour ça que ça cause d'ailleurs un gros débat, parce que s'il est capable de générer de nouvelles images juste à partir de son apprentissage, c'est-à-dire qu'il est capable de générer de nouvelles images à partir d'apprentissage de tableaux d'art ou de choses qui n'est pas de sa propriété intellectuelle. Et c'est là où il y a de grosses dérives, c'est qu'il faut faire attention, il faut comprendre que la propriété intellectuelle de ces modèles qui se sont entraînés sur des bases de données où il n'a pas les droits de la propriété, bah, ça va générer de nouvelles choses où on peut douter du coup de la propriété intellectuelle de la personne qui la génère. Imaginez, je génère avec Midjourney ou Dali, je sais pas, un tableau d'art qui ressemble à celui du style de Klimt ou autre. Est-ce que pour autant ce tableau d'art m'appartient? Est-ce que je suis l'artiste? Sachant qu'il a exactement copié l'apprentissage qu'il avait sur ces tableaux d'art. Donc il y a vraiment de grosses discussions là-dessus. C'est pour ça que aujourd'hui c'est de plus en plus compliqué d'essayer de légiférer sur ces modèles et de comprendre comment on peut les faire. Mais je vais y revenir un peu plus tard. Mais avant ça, il faut que je vous parle de ce qu'on appelle les LLM. Les LLM, c'est les Large Language Models. Ce sont des modèles d'apprentissage linguistique qui va vous permettre en fait d'avoir un chat avec lequel interagir comme GPT. Tout simplement, ce sont des modèles d'intelligence artificielle qui vont vous permettre tout simplement d'utiliser cet apprentissage sur une grosse base de données textuelle afin de lui poser des questions, d'interagir avec et de pouvoir répondre à une multitude de demandes et de requêtes aussi inimaginables soit-il. Le problème, c'est qu'on ne sait pas sur quoi ça s'est entraîné. Donc ces modèles LLM, on les utilise, mais on ne sait pas où il a appris ces données, où il a eu les informations qu'on lui demande, et on a besoin aussi d'éviter d'échanger nos informations avec OpenAI qui loge ces modèles lorsqu'on utilise un chat GPT. C'est pourquoi, justement, il existe plusieurs entreprises qui proposent justement à d'autres entreprises de pouvoir avoir leur propre modèle en local sans que ça puisse interagir avec OpenAI. C'est ce que je fais avec plusieurs entreprises, par exemple. Je monte plusieurs modèles LLM en local dans les entreprises sans qu'il y ait justement d'interaction avec OpenAI. Et pour ça, on utilise bien sûr quand même des clouds, on utilise plein de systèmes, mais les modèles ne sont plus chez OpenAI, ils sont ailleurs, on les dépose ailleurs et on les utilise ailleurs. Ça permet en fait de sécuriser la donnée, c'est-à-dire que l'entreprise, si elle souhaite poser des questions confidentielles à un chat GPT, bah, que cette information ne part pas chez OpenAI. Le problème, c'est que ces modèles ont tendance à halluciner, c'est-à-dire que un modèle, comme je vous ai dit, c'est un assemblage de choses qu'il aura appris. Mais cet assemblage de choses, ça lui permet pas d'être logique, ça lui permet pas de compter, ça lui permet pas d'effectuer des tâches complexes. Et ça, beaucoup de gens ne le comprennent pas. Il faut remettre un peu, j'ai envie de dire, l'église au centre du village. Les modèles LLM ne sont pas capables de raisonner sur des choses complexes. Et vous allez me dire, mais pourtant, j'ai déjà réussi à faire raisonner mon chat GPT. On va y venir. Mais les modèles LLM de base, la fondation, ces modèles de base qu'on a, ne raisonnent pas, ne comptent pas, ne font pas des tâches très complexes. C'est pour ça que pour éviter ces hallucinations, il existe plusieurs systèmes. Et un des systèmes qui est à la mode aujourd'hui, ce sont les RAG, les Retrieval Augmented Generation. C'est-à-dire que nous allons rechercher dans des bases documentaires des documents qu'on va rajouter en contexte dans un prompt. Comment ça marche exactement? Je vous explique. Vous avez une requête. Imaginez, vous demandez quel est le nombre de textes qui a été écrit par ScienceTrash. Bon, déjà, je vous ai dit, il ne sait pas compter, donc on va éviter de poser cette question au modèle. On va lui demander plutôt quels sont les derniers textes que nous avons écrits sur ScienceTrash. Bah, comme je vous ai dit, les derniers textes que nous avons écrits sur ScienceTrash, si vous demandez à GPT, il sera incapable de répondre. Il n'a pas le contexte, il n'a pas les éléments. Donc, ce que va pouvoir faire, moi, mon modèle RAG, c'est tout simple, c'est que comme il a stocké l'ensemble des textes ou morceaux de documents textuels de ScienceTrash dans une base de données, il va pouvoir, avec une sorte de baguette magique mathématique, en fait, il utilise les vecteurs que vous voyez un peu au collège et au lycée, hein, la notion de vecteur, il va les utiliser, en fait, pour comparer deux vecteurs et chercher les vecteurs qui sont les plus similaires. Et une fois qu'il va trouver les vecteurs les plus similaires entre votre requête et vos documents, donc votre requête est transformée en vecteur, vos documents sont transformés en vecteurs, il va chercher ceux qui sont les plus similaires, il va extraire à un coup de baguette magique, si vous voulez, hein, j'ai pas envie de rentrer dans les détails mathématiques, mais il va extraire les documents les plus pertinents selon votre requête et les rajouter en contexte de votre requête. C'est-à-dire que, par exemple, quels sont les derniers documents de ScienceTrash, bah, il va rajouter ça dans le contexte de la requête pour pouvoir me répondre. Une fois qu'il aura fait ça, bah, c'est très simple, il va pouvoir répondre à ma question, je vais lui demander de répondre à ma question, mais en plus, il va pouvoir répondre de manière sourcée. C'est-à-dire qu'il va dire, j'ai eu l'information sur ce document-là, qui est votre dernier texte. Et donc, ça me permet d'avoir un modèle qui hallucine beaucoup moins, il peut toujours halluciner, comme je vous ai dit, parce qu'il n'est pas capable de raisonner parfaitement et de compter, et il n'est pas capable aussi, voilà, de peut-être m'extraire tous les documents ou toutes les informations que j'ai besoin. Ces modèles RAG, on les implémente aussi en ce moment dans plein d'entreprises, et ça fait un tabac. Mais par contre, attention, comme je vous ai dit, on n'est toujours pas encore dans la perfection. Moi, j'aimerais bien que mon modèle soit capable de réfléchir, de raisonner un peu plus, et d'avoir davantage d'outils à cette disposition. C'est là que rentrent en jeu les agents. Les agents, ce sont en fait, des
des outils, hein, des frameworks, ce qui permet en fait à rajouter au modèle des nouveaux outils qu'il n'a pas en sa possession, comme une calculette, comme une base de données qu'il n'avait pas, comme Google pour rechercher des informations, etc. On va lui donner l'accessibilité à certains outils que le modèle pourra utiliser s'il n'a pas l'information. Imaginez, vous lui demandez, peux-tu me calculer la racine carrée de 64? Le modèle, par exemple, il a de fortes chances de se tromper. Normalement, il se trompe pas même pour ça, c'est une question assez simple, il n'y a pas de raisonnement en fait, parce qu'il a l'information dans sa base de données. Mais si on lui demande de faire un calcul un peu plus compliqué, par exemple un calcul assez long, bah, plutôt que de demander au modèle, ce qu'il va faire, c'est qu'il va pouvoir faire appel grâce à son système d'agent à une calculatrice et demander à la calculatrice de faire le calcul à sa place. Comme ça, il évite de commettre une erreur. De la même façon, où on a connecté par exemple ChatGPT à Wolfram, qui est un outil open source qui permet justement de faire beaucoup de calculs symboliques grâce à des algorithmes assez sophistiqués, de résoudre différents problèmes de calcul. Et grâce à Wolfram, par exemple, GPT est capable de faire des tâches de calcul scientifiques et un peu plus complexes. Est-ce que pour autant ça remplace le cerveau humain? Toujours pas, parce que le problème, c'est que malgré tout, ici, dans tout ce que je viens de vous raconter, il n'est pas capable d'effectuer des raisonnements trop complexes. Là, il a des outils pour l'aider, mais si vous avez beau lui donner tous les outils du monde, les raisonnements trop complexes, il y sera limité. Essayez de résoudre un théorème de mathématiques extrêmement compliqué, je sais pas, le théorème de Bernard-Starsky, encore celui-là vous pouvez y arriver peut-être, un théorème un peu plus compliqué que vous essayez, le théorème d'Arzola-Ascoli, c'est un théorème terrible, s'il y arrive, bravo, parce que c'est un théorème très compliqué, mais des théorèmes mathématiques aussi compliqués, je pense que là, on commence à atteindre le seuil de la limite de ce qui est capable de faire un modèle LLM. Alors, aujourd'hui, quels sont les dangers et les réglementations de l'IA? Parlons-en. Aujourd'hui, l'IA Act a été voté au sein de la Commission européenne et va régulariser l'usage et la conformité des intelligences artificielles dans l'enceinte de l'Union européenne, mais il faut attendre 2-3 ans à peu près avant que les premières réglementations et avant que les premiers actes soient mis en place au sein de l'Union. Donc il y a encore pas mal de temps, c'est un peu lent, et encore, les entreprises doivent se mettre en conformité par rapport à l'IA Act au cours des 2-3 prochaines années. Donc ils ont largement le temps, et ça laisse justement la possibilité de trouver toutes les dérives possibles, ou tous les points possibles qui sont encore flous dans l'IA Act pour pouvoir les exploiter. Du coup, qu'est-ce qu'il nous reste? C'est l'IA de confiance. L'IA de confiance, c'est quoi? C'est déjà essayer de faire en sorte que nos IA soient davantage de confiance, c'est-à-dire qu'ils répondent à 8 types de critères, que ça soit la gouvernance, hein, c'est-à-dire qu'on gouverne bien nos données, on la gère bien, que ça soit donc la performance de nos données, qu'on ait des modèles d'intelligence artificielle qui soient performants pour éviter les erreurs, qu'on ait des modèles qui aient une bonne qualité de la donnée, c'est-à-dire que la récolte de la donnée est bien, mais il faut qu'elle soit de qualité, sécurisée, et qu'elle soit bien exploitable pour les modèles d'IA sans générer de biais. Il faut justement que le modèle d'IA soit éthique, ça veut dire qu'elle évite tous les biais qu'on peut reproduire dans notre société, parce que l'IA, elle, n'est capable que de reproduire des biais, justement, donc éviter de les reproduire. Imaginons, on a un biais, par exemple, à partir de crèmes, on voit que la vente des crèmes de beauté est faite exclusivement à un certain type de population, imaginons qu'aux femmes, par exemple. Si on crée une IA qui ne s'entraîne que sur des bases de données de femmes, le jour où vous allez lui passer un homme, il sera incapable de résoudre, je sais pas, le problème qui lui sera posé. Donc il faut faire en sorte qu'on évite de reproduire des biais de société et que ces modèles soient éthiques. Le 5e point, c'est aussi donc faire en sorte qu'on ait des modèles frugaux. C'est ce qu'on appelle donc des modèles qui respectent le développement durable qu'on essaye de mettre en place actuellement, parce que ça coûte extrêmement cher en termes de carbone d'entraîner ces modèles, de les utiliser, de les stocker dans des serveurs, dans des clouds, etc. Donc c'est à nous de monitorer tout ça et de pouvoir répondre à tout ça. C'est pour ça qu'au sein de mes clients, j'essaye de pousser de plus en plus à leur expliquer qu'il y a un vrai intérêt pour eux de monitorer le coût carbone pour justement se mettre davantage en conformité avec l'IA Act. Ensuite, on a le contrôle des dérives. Il faut que les modèles, on contrôle correctement l'ensemble des dérives qu'ils peuvent commettre. C'est-à-dire que si un modèle, au cours des années, au bout de 10 ans, ne répond plus aux mêmes besoins qu'il y a 10 ans, on a un dérive d'utilisation du modèle. Il va falloir qu'on adapte le modèle, qu'on le change, et il faut qu'on soit capable de monitorer à quel moment le modèle ne répond plus correctement à ce qu'on lui a demandé. Un exemple assez simple, vous avez un modèle qui vous prévoit le prix du pain, sauf que le coût du pain a changé, le modèle n'a pas ça comme information dans sa base de données d'entraînement, il va falloir justement adapter ça dans le modèle. Donc le contrôle des dérives, et enfin on a deux autres points que je parlerai dans une autre vidéo qui sont tout aussi essentiels pour justement avoir des intelligences artificielles de confiance. Donc aujourd'hui, les IA font partie de notre quotidien, on les voit partout, ils sont un peu utilisés à des fins terribles, c'est de notre responsabilité aujourd'hui de savoir bien les utiliser, d'avoir la capacité aussi de comprendre à quel moment on a affaire à une IA et à quel moment on n'a plus affaire. Ça fait partie aujourd'hui des règles du jeu de notre société, mais par contre, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'Europe a réglementé là-dessus, que les réglementations vont arriver, et il ne serait tardé avant que la France fasse de même. Mais lorsqu'on utilise une intelligence artificielle, il faut comprendre qu'il y a vraiment tout un écosystème mathématique derrière, qu'il faut
comprendre comment ça fonctionne. Par exemple, lorsque je travaille avec des clients et qui me demandent oui, moi je veux une intelligence artificielle, quand je lui demande l'ensemble de toutes les recettes de pain au chocolat, il puisse me les donner. Non, l'intelligence artificielle n'est pas capable de donner toutes les recettes de pain au chocolat qui existent. Et il faut être raisonnable et comprendre. Il s'est entraîné sur une base de données, il peut répondre à des requêtes assez simples de manière rapide, fluide et efficace, ou répondre à partir d'un document PDF qu'on aura stocké quelque part pour pouvoir répondre sur ce document PDF, par exemple, à des questions simples, mais il peut pas faire des tâches trop élaborées, trop compliquées. Par exemple, demander la structure atomique de l'ensemble des choses qui composent, je sais pas, un ordinateur, il faut être raisonnable, il ne saura pas le faire. Donc les IA, c'est notre futur. Mais maintenant, c'est à nous aussi de reprendre la main là-dessus pour comprendre les limites, de comprendre les réglementations qu'il faut mettre dessus et d'essayer de pousser en plus, voilà, son usage de manière responsable, de manière éthique et de faire en sorte que notre travail, à nous scientifiques en tout cas, soit de communiquer là-dessus au mieux possible. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je me suis spécialisé en tout cas dans la recherche dans tout ce qui est qualité de la donnée, prédiction de séries temporelles, pour essayer de faire en sorte d'avoir des intelligences artificielles dans le futur qui soient le plus responsables et qui arrivent à justement à être le plus explicable et interprétable possible pour les personnes qui les utiliseront. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit like, c'était une vidéo très longue, un peu plus scientifique, mais j'espère que vous a plu et moi je vous dis à bientôt, ciao.